One, two. On est soi-disant là pour devenir des hommes, soi-disant là pour servir le pays, mais en fait on n'est rien. On est là pour permettre à des pauvres types frustrés de se défouler et pour passer le balai. C'est ça la réalité du service militaire. De toute manière, on ne pouvait pas faire autrement. On était obligés. À l'époque, tout le monde faisait son service militaire. Si tu n'étais pas incorporable, tu étais un crevé, entre guillemets, tu étais un bon à rien. Pendant des décennies, faire son service militaire, c'était un passage obligé. Descendez à l'accueil. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Tu t'appelles comment? À 20 ans, on donnait 1 an de notre vie pour apprendre à faire la guerre. Et il fallait toujours être bien coiffé, les cheveux coupés courts et tout. Si vous aviez les ongles sales, vous enlevez la ceinture, les lacets et au trou. Le garde à vous, le rompé, le à gauche, le à droite, c'est toujours des cris, c'est toujours des aboiements. On quittait notre village, nos parents, nos amis, notre copine. Les bras sont tendus. On passait l'uniforme. Entrez dans le rang. Homme de base, redressez-vous. On devenait un soldat. Vous appelez ça un lit au carré? J'y arrive pas. Et chez vous, comment vous faites? Chez moi, on fait pas les lits au carré, puis c'est ma mère qui les fait. Vous auriez dû l'emmener avec On vous? vous apprend à ne pas être un homme, puisque vous n'avez pas le droit de dire non. Et c'était comme ça depuis la Révolution française. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je fais une réforme qui conduit la France à avoir, dans 6 ans, parce que c'est une réforme longue, une armée professionnelle. Depuis l'an 2000, on ne fait plus son service militaire. Il y en a qui le regrettent et qui pensent que ça nous ferait du bien, à nous les jeunes, d'être repris en main. Mais alors, si c'était si bien, pourquoi l'avoir supprimé ? Pour comprendre cette disparition, revenons au début des années 60. Nos grands frères qui terminent leur service rentrent traumatisés de la guerre d'Algérie. C'est la dernière fois que des conscrits, les appelés comme on dit alors, sont engagés dans un conflit meurtrier. Nos parents ne veulent plus nous voir mourir dans des guerres lointaines. À l'Est, la guerre froide connaît un regain de tension avec la construction du mur de Berlin. Depuis 1945, la France envoie des appelés en Allemagne, au pied du rideau de fer, en première ligne, devant les soviétiques. À l'époque, on a peur des communistes. En cas d'invasion, tout le monde est d'accord, il faut que nous, les jeunes, on soit capables de défendre la patrie. Alors, qu'on s'appelle Louis, Henri, Jean ou Franck, nous, la première génération d'après-guerre, on part sans rechigner. Je sais qu'un matin, bientôt, le soleil se lèvera sur un jour différent de tous les autres. Puis ce jour-là, ce sera le départ pour moi, sur un dernier signe de la main. Je partirai par un beau matin. Le service, c'est tout un rituel. Ça commence par une convocation à la visite médicale. En langage militaire, on appelle ça le conseil de révision. Dans ces années-là, on est fils de paysans ou d'ouvriers et le service, c'est l'occasion de voir du pays. Nous qui avons été élevés à la campagne, pour arriver à devenir un homme, il fallait qu'on fasse le service militaire. Ceux qui étaient à journée ou ceux qui étaient qui faisaient pas le service militaire, c'était la risée des collègues, quoi. C'était des jeunes qui n'étaient pas normaux, enfin. Donc nous, ce qu'on voulait à tout prix, c'était faire le service militaire pour devenir un homme. Suivant. Tournez-vous. Encore. Face à nous. Bon pour le service. On n'avait pas le choix d'être volontaire, on était désignés, on partait. Je n'ai vu aucun qui a refusé de partir. Sinon, ça aurait été une désobéissance militaire. On est affecté au hasard. Armée de terre, armée de l'air, marine, on ne choisit pas. C'est comme ça que Jean-Louis et Henri se rencontrent à Verdun, loin de leur Aveyron natal. C'est la première fois que je prenais le train. Et après, bon, pour aller à Verdun, automatiquement, il a fallu le prendre, oui. En fait, c'était la première sortie. Hein. On arrive là-bas, on ne connaît personne, on est entassés comme des sardines dans une boîte, quoi, pour ainsi dire. C'est pour ça que quand on est largué à Verdun, à 900 km de chez vous, vous ne connaissez personne, vous êtes dans un pays étranger, on ne sait pas où on va, et alors on est un peu perdu, on ne sait pas où aller, quoi, presque. C'est d'ailleurs là qu'on s'est connus.
Et on se fréquente depuis. Heureusement que j'ai eu cet apôtre-là pour me mettre un peu sur les rails, c'est le cas de le dire. Puisqu'on s'est retrouvés, sans le vouloir, dans la même chambre. Alors ça a été le premier que j'ai... On ne l'a pas choisi, on a dit on était là. On s'est mis au fond contre une fenêtre, moi dessous, lui est arrivé dessus, et puis voilà, c'est de là que tout est parti. On a sympathisé le premier jour. Du premier jour. Ouais. Et on ne se connaissait pas avant. Non. Quand nous sommes partis, nous étions quand même jeunes, disons, donc un peu timides, on avait tout à découvrir de la vie et de l'armée. Être soldat, ça s'apprend. Marcher au pas, en cadence, saluer, obéir sans poser de questions, crapahuter la nuit, avec tout l'équipement sur le dos, monter et démonter son arme, c'est ça les classes. On nous pousse à bout jusqu'à nos dernières limites. Les gradés qu'il y avait, ils arrivaient d'Algérie, donc ils ont été là-bas à la dure, tout, et à nous, ils nous ont quand même élevés à la dure. On faisait des pompes avec le canon de fusil dans les mains, sur du gravier, et ils nous faisaient dire « Je suis trop con pour baiser Brigitte Bardot ». On faisait des pompes comme ça, à chaque pompe, il fallait le dire. On n'était pas enfermés à la caserne, mais on ne pouvait pas sortir pendant 4 mois. Un jour, il y a un gradé qui arrive dans la chambrée. Je cherche un volontaire qui sait faire du vélo. Moi, j'allais vite lever le doigt. Il m'a foutu un coup de poing dans l'estomac, un coup de coude dans l'estomac. J'ai dit, tais-toi, ferme-la, tu vas voir. Il y en a 4 qui ont levé le doigt. Corbeille de chiottes, avec des lames de rasoir, nettoyer les pissoirs. Ah, j'ai dit, ah bon, j'ai compris maintenant. Votre vie est marquée par une importante étape, l'armée. Voilà ce que vous étiez, voici ce que vous êtes devenu. Être combattant, ce n'est pas seulement connaître l'armement, le tir. C'est aussi une mise en condition physique totale, parfaite. Ramper, plus vite, plus vite. Grimper, sauter, plus vite, plus vite. Vous avez le sourire qui suit l'effort, lequel fait de vous des hommes. C'est comme ça que l'armée nous parle. Mais on n'est pas dupes. On sent bien qu'elle veut se donner le beau rôle. Revenir d'une marche de nuit ou un combat ou n'importe, revue de slip dans les chambres. Le slip était sale, tu enlevais les lacets et tout, et au trou. Dans les prisons, on couchait carrément sur un truc en béton. Alors en plein hiver, un froid, et il y a 2 jeunes qui sont morts. Et il y en a même qui se sont suicidés, qui ont sauté du toit là-haut de la caserne. Quand son papa et sa maman ils ont envoyé un colis, je vous garantis qu'il était le bienvenu, parce que c'était du saucisson d'ici, du jambon et tout ce qu'il fallait. Et là, on cassait la croûte tous les deux. On se faisait chocolat au lait, on se soignait un peu le moral, quoi. Pour l'oiseau qui a chanté Alléluia, sur l'arbre qui a gelé Alléluia. Évidemment, vous l'aviez reconnu, c'est Johnny Hallyday. Incorporé il y a plus d'1 an, l'idole des jeunes vient de gagner brillamment ses galons de sergent. Après l'exercice, Johnny aimerait, comme les autres, goûter le repos du soldat, mais la célébrité a ses contraintes. J'ai un peu l'ennui du pays, tu vois. L'ennui du pays. Bon, enfin, avec les disques et les copains, quand même, cette chambre qui te permet de te détendre dans l'après-midi. Et toutes les 3 semaines, une permission de 36 heures pour Paris, ça va très bien. La première permission que j'ai eue, c'était le mois d'octobre, ça y est.